Bonjour amis de l'histoire antique, je vous présente aujourd'hui la troisième et dernière partie du cycle consacré à l'histoire de la Grèce antique, des origines jusqu'à la fin de l'histoire hellénistique, soit près de 1700 ans d'histoire. Nous évoquerons aujourd'hui la période hellénistique, les guerres contre les Romains, ainsi que la question de l'hellénisme. Nous conclurons sur le thème du miracle grec, une expression devenue un poncif de l'histoire antique, ainsi que sur les influences mutuelles entre Grecs et barbares. Alors concernant mes sources, je m'appuie sur mon livre qui a été édité en 2024 chez l'Harmattan, qui s'intitule « Grecs et barbares, l'enquête ». Oui, c'est vérifiable, c'est écrit dans mon livre. Bon, il est quand même sourcé par des ouvrages de référence, ainsi que par des pages Wikipédia auxquelles j'ai contribué activement pour certaines. À voir que toutes les dates mentionnées sont considérées comme étant avant Jésus-Christ. Voyons en premier thème le monde grec à l'époque hellénistique. Durant l'époque hellénistique, qui débute par convention à la mort d'Alexandre en 323 et qui se conclut avec l'occupation de l'Égypte par les Romains sous Auguste en 30 avant notre ère, donc les Grecs élargissent considérablement leur univers géographique et politique. Ils colonisent en effet une partie de l'Asie et de l'Égypte et dépassent le cadre étriqué de la cité. Cette époque, autrefois vue dans l'historiographie comme un moment de déclin et d'abâtardissement, comme une parenthèse entre l'âge d'or des cités grecques et l'Empire romain, connaît en fait un véritable essor culturel. En témoigne le prestige d'Alexandrie, qui supplante Athènes comme centre intellectuel du monde grec, et le dynamisme d'Antioche en Syrie et de Pergame en Anatolie. Les savants grecs profitent des échanges d'idées entre la Grèce, l'Égypte, la Babylonie, la Perse et l'Inde pour faire avancer leur discipline. Citons Euclide, le père des éléments, Archimède, l'inventeur de Syracuse, et Ératosthène, l'astronome et bibliothécaire d'Alexandrie. Enfin, la philosophie voit naître en Grèce au IIIe siècle deux écoles promises à un grand destin, le stoïcisme avec Zénon de Kition et l'épicurisme avec Épicure. En termes politiques, des royautés émergent à la suite des guerres des Diadoques, les compagnons et successeurs d'Alexandre, qui de 322 à 281 s'entredéchirent pour conserver le pouvoir, voire pour certains restaurer l'empire d'Alexandre à leur profit. Cette époque est dominée par une génération dorée de grands stratèges. Citons parmi eux Antigone, Eumène, Ptolémée, Séleucos, Lysimaque et Cassandre. Vétérans gréco-macédoniens, levés asiatiques et mercenaires barbares s'affrontent dans de gigantesques batailles. Citons Parathécène, Gabienne, Gaza, Ipsos ou Couropédion. Ces batailles sont marquées par l'affrontement entre phalanges macédoniennes et par l'intégration d'unités exotiques comme les éléphants de guerre indiens. Le siège de Rhodes, donc de 305 à 304, consacre les progrès dans la pôle hellénistique et amène en guise de commémoration à la construction du colosse de Rhodes, l'une des 7 merveilles du monde antique. Vers 305, débarrassés de la dynastie argéade depuis l'assassinat d'Alexandre IV, les Diadoques se proclament rois, c'est-à-dire Basileus. Leurs héritiers, les épigones, comme Ptolémée II et Antiochos Ier, consolident leur pouvoir et installent durablement leur dynastie. Le véritable fondateur de l'État hellénistique est Antigone le Borgne, stratège expérimenté, donc de la génération de Philippe II, devenu maître de l'Anatolie et de la Syrie, et il est le premier à oser prendre le titre royal après sa victoire à Salamine de Chypre face à la flotte de Ptolémée en 306. Son royaume est démembré après sa défaite à Issos en 301, la plus grande bataille de cette fin de siècle. Les autres Diadoques se partagent les possessions antigonides, marquant le démembrement définitif de l'empire d'Alexandre. La majeure partie tombe entre les mains de Lysimaque, de Ptolémée et surtout de Séleucos. Alors le fils d'Antigone, Démétrios VII, grand aventurier et éphémère roi de Macédoine, ne parvient pas à conserver une principauté. Et c'est le fils de Démétrios, Antigone II Gonatas, qui établit finalement en 277 la dynastie antigonide en Macédoine après sa victoire contre les Celtes. Le royaume le plus prestigieux de la période est celui des Ptolémées, ou Lagide, car le père de Ptolémée s'appelle Lagos. Ils règnent sur l'Égypte, depuis leur capitale, Alexandrie, et leur royaume, peuplé d'indigènes égyptiens, de colons grecs et d'une communauté juive alexandrine, est le plus prospère de son temps. Les Ptolémées tentent d'imposer une thalassocratie en Méditerranée orientale, disputant aux autres puissances le contrôle de Chypre et de la mer Égée. Reprenant à leur compte la politique des pharaons, qui consiste à former un glacis protecteur autour de l'Égypte, Ptolémée et ses successeurs immédiats établissent leur domination sur le littoral d'Anatolie, la Cyrénaïque et la Syrie-Phénicie. La possession de la Syrie creuse, ou Coëlée-Syrie, le Liban actuel, est l'objet d'intenses rivalités
avec les Séleucides et donne lieu à 6 guerres aux résultats indécis. Le royaume lagide connaît son apogée sous Ptolémée III qui défait les Séleucides durant la troisième guerre de Syrie, donc en 246-241. La bataille de Raphia en 217 consacre la victoire du jeune Ptolémée IV sur Antiochos III, ce qui n'empêche pas, 20 ans plus tard, que la Syrie passe finalement sous le contrôle séleucide, donc toujours sous le règne d'Antiochos III. Alors les Ptolémées interviennent régulièrement dans les affaires de Grèce au nom de la liberté des Grecs, en cherchant à contrarier les ambitions des Antigonides, qui eux sont alliés aux Séleucides. Et durant la 6e guerre de Syrie, donc de 170 à 168, l'Égypte est envahie par les Séleucides et Alexandrie est même assiégée. Mais la dynastie lagide est sauvée par une intervention diplomatique des Romains qui enjoignent à Antiochos IV de se replier. À partir du IIe siècle, le royaume ptolémaïque est confronté à des mouvements de sédition et à des révoltes indigènes, tandis que les unions consanguines et les complots à la cour affaiblissent inexorablement l'autorité royale. L'Égypte devient un protectorat romain avant que Cléopâtre VII, donc qui règne de 51 à 30, ne tente de redresser le royaume en profitant de la guerre civile entre Jules César et Pompée. Alliée à Marc-Antoine contre Octave, elle est vaincue à la bataille d'Actium, donc au large de la Grèce, en 31, et sa mort permet aux Romains de faire la conquête de l'Égypte. Les Séleucides règnent sur la Babylonie à l'origine, la Syrie et une partie de l'Anatolie en s'appuyant sur les structures achéménides et sur des cités nouvellement fondées comme Antioche, qui forment une tétrapole avec Apamée, Séleucie de Pierie et Laodicée. Les Séleucides s'appuient également sur Séleucie du Tigre, qui devient un centre économique de premier plan en Mésopotamie, supplantant Babylone. Les 6 guerres de Syrie, la perte de la Bactriane ainsi que différentes séditions en Anatolie mettent à mal le royaume séleucide dès le milieu du IIIe siècle. Antiochos III, dit le Grand, entreprend en Haute-Asie, entre 212 et 205, une nouvelle anabase pour tenter de reformer l'empire séleucide originel. Il combat les Parthes et les Gréco-Bactriens qui vassalisent pour un temps. Ensuite, il intervient de manière assez imprudente dans les affaires de Grèce, ce qui entraîne une réaction vigoureuse des Romains alors en guerre contre Carthage. Les Séleucides sont vaincus en 189 à Magnésie, à l'ouest de l'Anatolie, ce qui met fin à leurs ambitions en Grèce. Puis, au milieu du IIe siècle, l'invasion des Parthes bouscule tout le Moyen-Orient. La Mésopotamie et la Babylonie sont définitivement perdues par les Grecs, malgré plusieurs campagnes ambitieuses sous Démétrios II et Antiochos VII. Dans le même temps, les Séleucides se retrouvent confrontés en Judée à la révolte des Maccabées, donc de 167 à 140. Minés par les querelles intestines et les guerres contre les Parthes, les Séleucides se replient sur la Syrie. Vers 110, ils perdent la forteresse de Doura-Oropos, qui surplombe l'Euphrate, et subissent la sécession de la Commagène, au nord de la Syrie. La mort d'Antiochos VIII, dernier souverain séleucide digne de ses fonctions, plonge le royaume dans d'inextricables querelles dynastiques, alors que le royaume d'Arménie connaît une expansion dans la région sous le règne de Tigrane II. En 83, les habitants d'Antioche, excédés par le désordre politique entretenu par une double royauté, offrent la couronne à Tigrane II qui intègre la Syrie à son royaume. Les Séleucides profitent de la victoire de Lucullus sur Tigrane II en 69, durant la troisième guerre mithridatique, pour revendiquer un trône sous tutelle romaine. Mais le royaume séleucide prend fin en 64 avec la déposition d'Antiochos XIII par Pompée. Les royaumes de Damas et d'Antioche sont transformés en provinces romaines. Il s'agit aussi pour les Romains de mieux contenir l'expansion parthe et la piraterie en Méditerranée orientale. Enfin, les Antigonides règnent pleinement sur la Macédoine à partir d'Antigone II Gonatas, le fils de Démétrios Poliorcète, qui en 277 sauve le pays en repoussant l'invasion des Celtes. Souverain avisé, empreint de philosophie stoïcienne, il parvient à stabiliser la Macédoine, qui sort de décennies de conflits après la mort du dernier Argéade en 310. Sous les 6 rois antigonides, les Macédoniens continuent d'imposer leur hégémonie sur le reste de la Grèce grâce au contrôle de plusieurs places fortes stratégiques, dont principalement Corinthe, le verrou défensif de la Grèce centrale. Les Antigonides emploient de nombreux mercenaires et peuvent aussi compter sur une tradition militaire héritée de Philippe II et d'Alexandre. Cette domination macédonienne ne s'opère pas sans résistance. Sur mer, les Macédoniens l'emportent face aux Lagides à Kos vers 261 et à Andros vers 246 dans le contexte des guerres de Syrie, sachant qu'ils sont alliés des Séleucides. Alors les Antigonides luttent également contre Sparte, qui tente de restaurer sa puissance d'antan dans le Péloponnèse et contre les incursions des Illyriens et Dardaniens.
Sous Antigone III d'Ozone, les Macédoniens battent sévèrement les Spartiates à la bataille de Sélasie en 222, mettant un frein aux velléités hégémoniques de Sparte dans le Péloponnèse. Puis l'ambitieux Philippe V défait les Étoliens en 217 et prend pied en Illyrie. Cette politique suscite l'hostilité grandissante des Romains qui ont commencé à intervenir dans la sphère macédonienne en luttant contre les pirates illyriens. Les Romains avancent le thème de la liberté des Grecs, comme les Ptolémées en leur temps, afin de fédérer les Grecs contre les Macédoniens, ce qui donne lieu à 4 guerres macédoniennes marquées par des alliances complexes et fluctuantes. En 197, les phalanges macédoniennes sont écrasées à Cynocéphale par les légions romaines de Flamininus, plus manœuvrables. La Macédoine est alors annexée par les Romains en 168, après la troisième guerre macédonienne qui s'achève par la défaite de Persée à Pydna. Donc Persée se rend à Polémile, fils et homonyme du général d'Éphéacane, qui reçoit un triomphe à Rome. Persée, ainsi que son fils et son frère, meurent rapidement en captivité. Et la lignée des Antigonides s'éteint avec eux. Alors à voir qu'Andriscos, un aventurier se faisant passer pour le frère de Persée, dirige une dernière rébellion macédonienne, mais il est vaincu en 148, lui aussi à Pydna. Il est capturé et exécuté après avoir été exhibé lors d'un triomphe à Rome. Et donc en 146, la Macédoine devient une province romaine. Évoquons enfin les Attalides, qui règnent sur la riche Pergame et sur les territoires environnants en Anatolie occidentale. Donc cette cité d'Éolide devient un centre des arts et des lettres avec sa bibliothèque rivale de celle d'Alexandrie, son grand hôtel, son théâtre et son temple d'Athéna. La proclamation royale est faite par Attale Ier après sa victoire en 236 sur les Galates, donc des Celtes installés au centre de l'Anatolie. Le roi en profite pour prendre l'épithète de Soter, le sauveur, et sublime cette victoire par des réalisations artistiques et architecturales. Les incursions régulières des Galates, épisode marquant de l'histoire grecque, inspirent la sculpture avec la figure stéréotypée du Gaulois mourant. Le royaume attalide connaît une première phase d'expansion pour atteindre son apogée sous le règne d'Eumène II, donc de 197 à 159. Mais les campagnes d'Antiochos III en Anatolie et en Thrace réduisent son aire d'influence. Adversaires résolus des Séleucides et des Antigonides, les Attalides demeurent les alliés fidèles des Romains durant les guerres macédoniennes et durant la guerre antiochique. Et victimes d'un blocus sur le papyrus ordonné par Ptolémée V, les Pergamiens mettent au point la peau de Pergame, devenue en français parchemin. En 129, le royaume est transformé en province romaine d'Asie après avoir été légué par son dernier roi, Attale III. Pour les historiens, la période hellénistique prend fin en 30 avec la conquête de l'Égypte par Octave, le futur Auguste, conquête qui achève la domination romaine sur le monde grec. Avec l'annexion de l'Égypte, dernière grande royauté hellénistique, Rome devient non seulement la puissance politique dominante en Méditerranée, mais aussi l'héritière de la culture grecque. Les Romains adoptent et adaptent de nombreux éléments de la culture grecque, de la philosophie à l'art, pour faire de cette synthèse une part fondamentale de la civilisation occidentale. Cette période, fascinante par bien des aspects, se caractérise par la diffusion de l'hellénisme à travers l'ancien empire d'Alexandre et par l'émergence d'États gréco-macédoniens en Asie et en Égypte. Ces royaumes, bien que souvent en guerre entre eux, partagent une base culturelle et linguistique commune, tout en intégrant diverses traditions iraniennes, égyptiennes, phéniciennes ou babyloniennes. Le grand dynamisme de cette époque s'illustre par l'éclat d'Alexandrie, d'Antioche et de Pergame, par le rayonnement continu d'Athènes, ainsi que par des échanges économiques intenses. Et certains historiens parlent même d'une forme de mercantilisme et de capitalisme primitif. Le visage de l'Orient, dont les élites connaissent une hellénisation, s'en trouve profondément modifié. Voyons en thème numéro 2, la fin de l'indépendance de la Grèce et les guerres contre les Romains, qui sont des thèmes assez méconnus et pas toujours mis en avant. Alors, durant l'époque hellénistique, la Grèce connaît une nette évolution, je parle de la Grèce continentale, ou la Grèce égéenne, dans son jeu politique avec l'essor de puissantes ligues fédérales, tandis que le rôle des cités est loin de décliner autant que le présente une certaine tradition. Dans le même temps, le Sénat romain s'immisce de plus en plus dans la partie, en adversaire résolu des Antigonides et des Séleucides, et en hypothétique protecteur de la liberté des Grecs. Cette période correspond au déclin final de la Grèce antique, alors que les Romains apparaissent comme les nouveaux champions de la civilisation.
En Grèce continentale, des confédérations, ou koina, de cités, donc comme la Ligue étolienne en Grèce centrale, et surtout la Ligue achéenne dans le Péloponnèse, parviennent à se structurer en force considérable. Les Étoliens, originaires d'une région isolée et montagneuse, se montrent, eux, jaloux de leur indépendance et commencent à s'impliquer dans la piraterie qui devient une industrie d'État. Et les Étoliens profitent de leur victoire contre les Celtes en 279 pour prendre le contrôle sur l'Amphictyonie de Delphes et étendre leur influence sur les affaires de Grèce. Durant la guerre dite crémonidéenne, de 277 à 261, la Ligue étolienne, alliée aux Spartiates et aux Athéniens, lutte contre les Macédoniens qui tentent d'exercer leur hégémonie sur le reste de la Grèce. La Ligue étolienne est ensuite impliquée dans la guerre des Alliés de 220 à 217, qui l'oppose à la Ligue achéenne et aux Macédoniens. Et durant la première guerre macédonienne de 214 à 205, les Étoliens s'allient aux Romains et aux Attalides contre Philippe V qui cherche à profiter de la deuxième guerre punique pour étendre son influence. La Ligue achéenne devient, au IIIe siècle, une puissance incontournable en Grèce continentale. Deux grandes figures, objets d'une biographie de Plutarque, émergent parmi les stratèges de la Ligue achéenne. Donc il s'agit d'Aratos de Sicyone et de Philopoïmène. Alors en 250, après avoir chassé les tyrans de la cité, Aratos intègre donc Sicyone, qui est pourtant au départ d'origine dorienne, à la Ligue achéenne. Et la Ligue se développe sous son autorité avec le soutien financier des Ptolémées. Et sous sa férule, les cités n'utilisant pas le dialecte achéen peuvent tout de même l'intégrer. Aratos cherche à libérer le Péloponnèse du joug macédonien et obtient en 243 un succès éclatant en chassant par la ruse la garnison macédonienne de l'Acrocorinthe. Mais il se heurte ensuite à Sparte, qui connaît un renouveau grâce au réformateur Cléomène III. Et en 227, les Achéens sont sévèrement défaits devant Mégalopolis. Aratos choisit aussitôt de s'allier avec le roi de Macédoine, Antigone III d'Ozone, qui vient de former une nouvelle ligue hellénique pour combattre les Spartiates. Et les Macédoniens, avec leurs alliés, écrasent l'armée spartiate à Sélasie en 222. L'influence de la Macédoine est rétablie dans tout le Péloponnèse, tandis que Sparte entame la dernière phase de son déclin. Quant à Philopoïmène, surnommé le dernier des Grecs par Plutarque, il est à l'origine un chef mercenaire. Il est élu en 208 stratège de la Ligue achéenne et réorganise brillamment l'armée en suivant le modèle macédonien. Il lutte contre Sparte et remporte une grande victoire à Mantinée en 207 après avoir tué de ses propres mains le tyran de Sparte. Les hostilités reprennent rapidement en Grèce. Les Étoliens cherchent en effet à mettre sur pied une coalition anti-romaine et appellent à l'aide d'Antiochos III, à qui ils promettent le ralliement d'une grande partie des Grecs. Cette alliance entraîne des conséquences durables sur le monde hellénistique. Antiochos III débarque en 192 en Thessalie, mais son armée s'avère beaucoup moins importante qu'espéré, tandis que les ralliements des cités grecques restent rares. La Ligue achéenne, fidèle à l'alliance romaine, déclare la guerre aux Séleucides et aux Étoliens. Mais le massacre d'une troupe de 500 soldats romains dans un sanctuaire grec détruit les derniers espoirs de paix. En 191, les Séleucides sont défaits aux Thermopyles par les Romains, et surtout en 190 à Magnésie, donc en Anatolie, marquant la fin des ambitions européennes des Séleucides. Et dans ce contexte, Philopoïmène s'empare de Sparte par surprise et la contraint à intégrer la Ligue achéenne. En 189, Sparte est définitivement soumise et traitée avec sévérité. Ses murailles sont abattues, les institutions de Lycurge abolies, les ilotes libérés et dispersés. C'est l'acte final de l'indépendance de Sparte. Alors, durant la troisième guerre macédonienne de 172 à 168, la Ligue achéenne adopte une attitude assez ambiguë. Les Romains punissent la Ligue en ordonnant de livrer 1000 otages, dont le futur historien Polybe, qui est envoyé à Rome. En 147, un Senatus consulte ordonne à la Ligue de rendre leur indépendance à plusieurs cités, dont Sparte, Corinthe et Argos. Les Achéens refusent d'obtempérer et les Romains attendent la chute de Carthage avant de commencer véritablement les hostilités. Les Grecs se méfient des Romains, surtout depuis la destruction de Carthage, survenue quelques semaines auparavant, et qui a provoqué un traumatisme dans tout le monde grec. Les coalisés grecs sont battus une première fois en Thessalie. Puis la Ligue achéenne organise la défense autour de Corinthe. Le consul Mummus parvient à prendre Corinthe en 146, après une bataille acharnée au pied de la cité. Celle-ci est abandonnée dans la nuit par ses défenseurs et Mummus peut y entrer sans combat. Il fait exécuter la plupart des hommes et vend les femmes et les enfants comme esclaves, avant de piller puis d'incendier la ville.
Par cet anéantissement, Rome réserve donc le même sort que celui subi par Carthage. Et cette destruction marque une rupture importante dans la politique romaine en Grèce et la fin de la dépendance de la Grèce antique. Quant à la Ligue achéenne, dernier état souverain de la Grèce, elle est dissoute. Les cités restées fidèles à Rome ou neutres conservent leur autonomie interne, mais perdent leur indépendance dans la conduite des affaires extérieures. La situation change un temps au début du 1er siècle avec les guerres mithridatiques, car de nombreuses cités grecques se rallient à Mithridate VI, le roi du Pont, dans l'espoir de se libérer de la tutelle romaine. La contre-attaque romaine menée par Sylla oblige Mithridate VI à abandonner la Grèce, et les Romains mettent à sac Athènes en 86 et Thèbes l'année suivante. Et ces campagnes romaines laissent la Grèce en ruine. Et donc après la défaite de Marc-Antoine et de Cléopâtre en 31, Octave réorganise les provinces romaines pour créer la province sénatoriale d'Achaïe, achevant le processus de domination des Romains sur la Grèce. Voyons en thème numéro 3, l'hellénisme et son expansion. L'hellénisme traduit le mode de vie et l'identité propre aux Grecs, tel que défini par Hérodote au 5e siècle. Les Grecs, ou Hellènes, sont d'un même sang, parlent la même langue, vénèrent les mêmes dieux, ont les mêmes temples, les mêmes sacrifices et les mêmes mœurs. Alors le terme hellénisme a été construit en langue française à la fin du XVIe siècle à partir du verbe hellenisein, qui signifie vivre ou parler comme les Grecs. En fait, nous retrouvons cette même façon de bâtir un verbe à partir d'un ethnonyme dans les termes atticisme, qui signifie parler de manière épurée, dans le terme aussi laconisme, parler de manière brève, et dans le terme médisme, qui signifie être partisan des Mèdes, donc des Perses. En linguistique, un hellénisme est une tournure spécifique à la langue grecque ou d'origine grecque dans une autre langue. Le terme est introduit dans un sens historique et politique par Johann Gustav Droysen dans sa fondamentale Histoire de l'hellénisme, donc publiée de 1833 à 1843, donc terme qui désigne l'action de la civilisation hellénique. Donc l'historien prussien invente par ailleurs le mot hellénistique pour définir cet espace-temps créé par les conquêtes d'Alexandre, où le grec devient une langue de communication universelle et un vecteur d'échange culturel et économique. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, sous l'influence du colonialisme européen, l'hellénisme suggère chez les historiens une mission civilisatrice à l'égard de barbares dont les mœurs auraient été adoucies au contact des Grecs. Désormais, l'hellénisme renvoie plutôt à l'extension de la culture et de la langue grecque, surtout à l'époque hellénistique, alors qu'une unité linguistique a été rendue possible par l'affirmation d'une langue commune, la koiné, donc qui est bâtie sur la langue attique. L'hellénisme, qui montre une continuité entre les époques classiques et hellénistiques, a pu être adopté par certains peuples vivant au contact des Grecs. Citons les Celtes, les Thraces, les Bactriens, les Parthes ou les Juifs. Cette hellénisation, surtout chez les élites, est facilitée par la fréquentation du gymnase et des théâtres, la diffusion de la philosophie grecque et l'adoption de divinités du panthéon grec, parfois sous une forme syncrétique. Le concept d'hellénisation suscite des discussions entre historiens. Certains préfèrent évoquer les phénomènes d'hybridation et d'acculturation pour insister sur la réciprocité de ces influences, même si les élites barbares apprennent le grec et non l'inverse. L'hellénisme est donc une identité culturelle transférable à des populations non grecques par l'éducation et la vie dans la cité. Mais tous les peuples barbares vivant sous la présence grecque n'adoptent pas l'hellénisme et des résistances voient le jour, donnant lieu à des révoltes indigènes, comme en Égypte et en Judée. Quant aux Romains, ils participent activement à leur manière à l'expansion de l'hellénisme, ce qui permet la transmission de la culture grecque jusqu'à nous. Une forme de philhellénisme se développe au moment où Rome conquiert la Grèce continentale. Cette hellénisation suscite la controverse parmi les conservateurs romains. Ainsi, au IIe siècle, Caton l'Ancien condamne au Sénat l'imprégnation des mœurs helléniques, ainsi qu'en témoigne le fait qu'il demande l'expulsion de 3 philosophes grecs envoyés en ambassade à Rome. Mais avec la formation de l'Empire à la fin du 1er siècle, l'hellénisme apparaît comme une forme d'universalisme, hérité des conquêtes d'Alexandre, en permettant de lier des cultures diverses. En effet, dès les premiers temps de l'Empire, les élites romaines s'emparent de l'héritage grec, tandis que les Grecs s'approprient des éléments culturels romains. Ainsi, au IIe siècle après Jésus-Christ, Pline le Jeune évoque une Grèce où, comme le veut la tradition, ont été découvertes la civilisation, les lettres et même la culture de la terre. Sous les Antonins, le philhellénisme connaît un renouveau. Hadrien se place en protecteur des philosophes, Marc Aurèle rédige en grec les Pensées, imprégnées de stoïcisme.
Puis sous les Sévères, Alexandre Sévère tire son nom d'empereur d'Alexandre le Grand et se réclame de Platon. À la même époque, Diogène Laërce rédige Vie, doctrine et sentences des philosophes illustres qui compile la vie et l'œuvre des philosophes de la Grèce antique, un témoignage crucial sur de nombreux penseurs dont la parole aurait été sinon perdue. Et donc les Romains ont non seulement préservé l'hellénisme, mais l'ont aussi enrichi et diffusé à travers leur vaste empire, assurant sa survie et son influence durable dans l'histoire occidentale. Voyons en thème numéro 4 la question « Y a-t-il eu un miracle grec ?» La civilisation de la Grèce antique, la première grande civilisation mondiale, incarne le génie de la philosophie, de la science et des arts. Et l'historien Ernest Renan parle à la fin du XIXe siècle d'un miracle grec et le met en parallèle avec le miracle juif qui a donné naissance à deux religions. Cette expression de miracle grec, promise à un grand destin, évoque un développement soudain dans de nombreux domaines de la pensée survenus à partir du 7e siècle, particulièrement en Ionie, alors que naissent la rationalité et une forme de neutralité face aux phénomènes naturels. À l'époque classique, la Grèce des cités connaît son âge d'or. Socrate, Platon et Aristote, à la suite des présocratiques, donc Thalès, Pythagore et Héraclite, fondent la philosophie occidentale en prônant la raison, la logique et le questionnement critique. Les œuvres d'Homère, d'Échille, de Sophocle, d'Euripide et d'Aristophane posent les bases de la littérature occidentale, tout en proposant des thèmes universels autour de la condition humaine. Les Grecs perfectionnent des styles artistiques déjà présents en Égypte et en Mésopotamie pour aboutir aux trois ordres architecturaux grecs, dorique, ionique et corinthien. Le temple du Parthénon, aux proportions à la fois gigantesques et harmonieuses, symbolise le génie grec dans le domaine de l'architecture. La sculpture grecque, avec Phidias, Polyclète et Lysippe, est l'un des domaines les plus impressionnants de l'art antique, bien qu'elle soit souvent connue par des copies datant de l'époque romaine. Euclide en géométrie, Hippocrate en médecine, Archimède en physique, illustrent quant à eux les formidables avancées dans le domaine scientifique. Enfin, sur le plan politique, Athènes, la plus illustre des cités grecques, est le berceau de la démocratie depuis les réformes de Solon et de Clisthène, et une source d'inspiration pour les systèmes politiques modernes. Pourtant, cette expression de miracle grec peut être jugée comme dépassée. Le caractère soudain est critiquable car la civilisation grecque n'est pas apparue ex nihilo à l'âge du fer. Les réalisations grecques apparaissent comme le résultat d'un développement progressif entamé par les Mycéniens au milieu du deuxième millénaire, avec certes une parenthèse correspondant à la fin de l'âge du bronze. La civilisation grecque a bénéficié d'influences multiples, allant des Minoens aux Mésopotamiens, des Égyptiens aux Lydiens. Et le génie grec réside plutôt dans cette capacité au syncrétisme. Cette expression de miracle grec peut aussi refléter une forme d'ethnocentrisme qui sous-estime les réalisations d'autres cultures anciennes. À la même époque, les civilisations indiennes et chinoises ont déjà réalisé des avancées significatives dans les domaines de la philosophie, des sciences et des arts, dont les traces sont encore visibles de nos jours. Ensuite, ce miracle grec possède ses propres limites sociales et politiques. La démocratie athénienne, vantée pour la participation directe des citoyens aux affaires publiques, exclut par exemple les femmes et les métèques, sachant que les citoyens ne jouissent pas tous des mêmes droits politiques en vertu d'un système censitaire. Au regard de nos critères moraux modernes, les inégalités, l'exploitation et les pratiques sociales oppressives s'avèrent omniprésentes dans la société grecque. Et cette vision idéalisée du miracle grec apparaît de plus en plus remise en cause par les historiens qui appellent à une reconnaissance plus nuancée des contributions grecques dans le cadre plus large des civilisations de l'Antiquité. À proprement parler, le miracle n'a pas eu lieu, car c'est l'alliance du logos, la raison, et du nomos, la loi, qui a forgé la civilisation grecque. Dans les origines de la pensée grecque, Jean-Pierre Vernant propose d'analyser la naissance de la rationalité en Grèce au début du VIe siècle. L'historien insiste sur le fait que c'est un nouveau type d'organisation sociale, la cité, qui a permis au logos de se développer, en instaurant l'égale participation des citoyens au pouvoir, avec certes des nuances entre les cités et à l'intérieur de celles-ci, et en prônant les débats dans l'agora. L'inverse n'est pas vrai. La cité n'a pas été construite par la raison grecque. Pour Jean-Pierre Vernant, la raison grecque n'est pas apparue par miracle, concluant son ouvrage par cette phrase « Dans ses limites comme dans ses innovations, la raison grecque est fille de la cité ». Dans ses limites, car ce n'est pas uniquement la cité qui a forgé la mentalité grecque et permis la naissance d'une pensée rationnelle,
les Grecs ayant en effet profité des savoirs d'autres civilisations. Dans ces innovations, car ce sont les Grecs qui ont créé le principe d'égalité entre citoyens et qui ont été les premiers à s'éloigner des mythes pour expliquer le monde. Loin de toute idéalisation, le formidable essor de la Grèce antique peut d'abord s'expliquer par des causes matérielles. La démocratisation de l'écriture avec l'adoption de l'alphabet phonétique, les progrès de l'économie marchande avec la généralisation de la monnaie, l'intensification des guerres entre cités produisant une concurrence stimulante, l'esclavagisme généré par les prises de guerre libérant les citoyens des tâches les plus ingrates. Les Grecs proposent avec leurs épopées, leurs mythes et leur histoire un rapport au monde radicalement différent de celui proposé par des civilisations orientales en déclin et développent une culture novatrice qui accorde une place particulière à l'humain davantage qu'au divin. Le miracle grec se trouve sûrement dans cette quête du beau, du bien et de la vérité. Une quête qui est partagée par les artistes, les philosophes et les savants et qui est fondatrice de l'identité culturelle des Grecs anciens. Nous voici à la conclusion de ce cycle consacré à 1700 ans d'histoire grecque. La civilisation de la Grèce antique, aux origines nimbées de mystères et de mythes, connaît à l'époque archaïque un formidable essor avec une floraison dans les domaines de la pensée et de la technique. La pression démographique, la recherche de matières premières et l'esprit d'aventure poussent les Grecs à chercher de nouvelles terres. Une expansion maritime permet l'établissement de comptoirs en Sicile, en Gaule et sur les rives de la mer Noire, et l'essor du commerce enrichissant les métropoles. À l'époque classique, une vie politique, sociale et culturelle singulièrement riche se développe dans les cités, autour de plusieurs centres comme Lyonie, Athènes, Sparte et Syracuse. Des modes de gouvernement originaux tels que la tyrannie, la démocratie et la diarchie sont élaborés. La religion s'appuie sur un panthéon varié, avec des traditions locales fortes, des divinités aux origines parfois étrangères et des sanctuaires panhelléniques très actifs. Dans un contexte de paix relative et de prospérité économique, les sciences, la philosophie et les arts s'épanouissent, favorisant l'émergence d'une culture exigeante. Les rivalités persistantes entre cités stimulent un art de la guerre spécifique, qui soutient par la suite l'expansion gréco-macédonienne à l'époque d'Alexandre. Cependant, ce dynamisme entraîne également des destructions causées par les guerres et renforce les inégalités au sein de sociétés reposant sur le travail des esclaves et offrant aux femmes un statut mineur. Quant au sujet des barbares, qui est au cœur de mon ouvrage, la civilisation grecque exerce une influence considérable dans le monde antique, surtout après les conquêtes d'Alexandre, quand elle domine les civilisations d'Égypte, de Mésopotamie et de Perse. Dans le bassin méditerranéen, la culture grecque joue un rôle décisif en influençant les Étrusques et surtout les Romains. Et chez ces derniers, le grec devient la langue du savoir, donnant naissance à la culture gréco-romaine classique. Les Grecs font d'abord la connaissance des Phéniciens, dont ils empruntent l'alphabet, des Égyptiens, dont le pays est visité par des voyageurs et des savants, des Lydiens qui leur donnent leur monnaie. Dans les marges du nord, les Grecs rencontrent les féroces guerriers thraces et illyriens. Puis, au gré de l'expansion maritime, les échanges commerciaux et les influences culturelles se développent en Méditerranée occidentale. Dès le 7e siècle, avec les Étrusques, les Celtes, les Ligures et les Carthaginois. Au début de l'époque classique, les cités grecques doivent faire face à l'expansion de l'Empire perse, avec lequel elles entrent en conflit pour le contrôle de l'Ionie et de la mer Égée. Les prodigieuses conquêtes d'Alexandre, triomphe du panhellénisme, amènent à une fusion des élites gréco-perses, alors que les sociétés hellénistiques qui font suite connaissent une hybridation entre éléments grecs et indigènes. Et cet élargissement du monde met les Grecs en contact avec des peuples auparavant lointains, comme les Babyloniens, les Scythes, les Bactriens, les Sogdiens et les Indiens. Et tout cela affirme l'identité grecque par opposition. Ainsi se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé et donné envie d'acquérir mon livre. Merci pour vos vues, vos likes et vos abonnements, et je vous dis à très bientôt pour d'autres découvertes.